Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour lire la suite de la trilogie des Enfants de la Louve. Nous en sommes déjà à la moitié de ce second tome. Alors, sans plus tarder, installez-vous confortablement et découvrons la suite des aventures d'Erel et de Petit Nez. Chapitre 6. Sable se fraya un chemin dans l'enchevêtrement des arbres jusqu'à un immense pin abattu dont le tronc couché reliait les berges de la rivière. Elle le franchit avec aisance et reprit sa course vers le campement de la horde. Cela faisait bien longtemps qu'elle ne parcourait plus la toundra seule. Elle sentit le vent frais de la liberté caresser son échine. Comment était-ce avant les hommes? Elle avait parfois des souvenirs de sa vie passée, sa vie d'animal sauvage. Elle se revoyait diriger les femelles d'une meute importante. Elle ressentait aussi le froid d'alors, l'absence de feu. Ce feu pourtant déjà familier, qu'elle voyait éclairer un campement ou un abri dans la nuit, lorsqu'elle venait avec les plus téméraires de ses congénères dérober une carcasse de grands herbivores jetés dans le ravin. C'est vers ce feu ami, le feu des hommes, que la portait sa course. Cette force plus grande qu'elle qui l'avait poussée à sauver deux petits hommes des griffes de longues dents. Et sa blessure, son éviction de la meute, la naissance de ses petits dans le vallon, leur adoption par Erel et Petit Nez, puis par la horde, leur retour raté au sein de la meute recomposée, puis leur réintégration volontaire dans la chaleur de l'abri, tout cela l'imprégnait à tout moment. Depuis, elle avait appris à vivre en compagnie des humains, à donner autant qu'à recevoir, à chasser avec eux, à comprendre et exécuter de son plein gré une foule d'ordres en s'y exerçant avec miel, patou et alpa durant des heures sans jamais se lasser, à s'entraîner à la traque, à l'appel et au rappel, sans rechigner à la tâche ou trouver l'exercice fastidieux. Elle avait gagné une place naturelle dans cette nouvelle meute, celle des hommes, la horde. Là où sa fidélité indéfectible était récompensée à coup sûr, sans qu'elle dût continuellement lutter pour maintenir son statut de femelle dominante, et sans qu'elle fût soumise par la force, ou alors par la force de l'amitié. Sentant une petite faim après avoir couru sans arrêt depuis qu'elle avait quitté Petit Nez, Sable débusqua un lièvre. Longue-Oreille détala sans demander son reste. Autant par jeu que par nécessité, la louve le pourchassa en zigzagant pour le fatiguer. Soudain, elle sentit une présence dans son dos. Elle accéléra et fit une courbe pour abattre sa proie vers un amas de rochers. Au moment où la manœuvre allait terroriser l'animal, une silhouette bondit d'un tronc abattu et le cueillit dans sa course. Des crocs puissants se refermèrent sur le lièvre. Les crocs d'un loup de belle taille. Surprise, Sable arrêta net sa poursuite. Ils se toisèrent, puis le loup, un jeune mâle, lâcha sa proie qui tomba inerte au sol, la nuque brisée. Il grogna et montra les crocs d'un air de dire « Tu veux ce lièvre, viens le chercher. » Voilà des mois que Sable n'avait plus croisé de loup vraiment sauvage. Dès son adoption par la horde, elle, ses enfants et Alpa s'étaient acharnés à garantir sa sécurité et à systématiquement chasser et maintenir à distance son ancienne meute qui parasitait les hommes depuis plusieurs générations. Remise de sa stupeur, la louve montra les crocs à son tour et son poil se hérissa. Sa nature sauvage se rebellait contre sa fidélité aux hommes, ce sentiment nouveau qui la liait fermement à ses amis. Elle se sentait prête à défendre son droit, prête à revendiquer son statut. Mais soudain, elle revit Petit Nez lui ordonner d'aller chercher les chasseurs. « Va, Sable, va, ma belle, va chercher Silex et Bison au campement. » Plus que les mots, c'était le ton et le regard qui lui étaient revenus à cet instant, et l'odeur du morceau de cuir de Bison. Et là, devant elle, ce jeune loup prétentieux méritait une leçon. Elle sentait l'odeur d'un de ces jeunes solitaires chassés de la meute pour avoir tenté de défier le mâle dominant. Il aurait eu sa leçon, et de façon cuisante, si elle avait été en simple vadrouille. Mais elle était en mission,
Ses amis étaient en danger, et elle seule pouvait rameuter les hommes pour leur porter secours. Elle ravala sa fierté et tourna le dos au loup, comme naguère elle avait tourné le dos à son passé pour se joindre librement aux hommes. Sable arriva au campement à la nuit tombée, accueilli par les cris de soulagement. Les hommes achevaient de réparer les dégâts causés par la tempête et s'apprêtaient à partir dès l'aube, après une courte nuit de repos. Mais la horde comprit vite que la louve n'était pas l'avant-garde du petit groupe disparu 2 nuits plus tôt. Erel, Petit-Nez et leur loup n'étaient pas là. Bison, son frère Silex et les mères des enfants l'entourèrent vite de leurs regards pleins de questions. Sable, pourquoi reviens-tu seul? Où sont nos enfants? Murmura Bison en la caressant. Elle haleta un long moment, à bout de force. Après avoir mangé la viande de renne que Douce lui avait préparée, elle le tira par un coin de son pagne. Il comprit. Dites à tous les chasseurs de me rejoindre pour tenir conseil. Une lueur d'espoir dans les yeux, ses belles sœurs y coururent. Aurore, son épouse, lui prit la main. Sois prudent, mon homme, les jumeaux ont besoin de toi. Elle désigna les 2 bambins qui dormaient dans leur berceau d'écorce, ignorant tous les dangers de la toundra et du sort de leur grande sœur absente. Bison caressa l'encolure de Sable et répondit à sa femme d'un ton apaisant qui faisait de lui un chef que tous appréciaient et respectaient. N'aie crainte, notre mère la louve veillera sur moi, et avec l'aide de Sable, son incarnation dans ce monde, je te promets que nous ramènerons Erel vivante au campement. La brume de l'aurore s'était dissipée, et la toundra reprenait ses contours familiers. Après avoir longuement remonté un torrent, les chasseurs découvrirent un spectacle qui, à chaque fois, même s'ils le connaissaient depuis leur enfance, leur coupait le souffle. Le grand glacier déployait sa muraille bleutée sur l'horizon, barrant la route tant aux hommes qu'aux animaux. Le grand glacier, c'était la frontière de leur monde, et celle de tous les êtres vivants. Au-delà s'étendait le pays des chasses éternelles, où résidaient les esprits des morts, hommes et animaux réunis. Les chasseurs bifurquèrent vers l'est pour en contourner la langue principale qui se répandait sur la toundra. Erel marchait à côté d'Agile. « Merci, lui dit le garçon. Sans toi, je... » « Merci à toi pour Petit-Nez, le coupa-t-elle. Mais tu aurais de toute façon dissimulé sa présence à ton père. Si je n'avais pas eu besoin de ton silence pour masquer ma tricherie, bien sûr, lui retoqua-t-il, outré. Et toi? Moi, je t'aurais dénoncé comme l'imposteur que tu es. Ils se regardèrent. Elle éclata d'un rire clair. Mais non, espèce de menteur, enchaîna-t-elle sans lui laisser le temps de protester. Tu es bien assez puni par ta conscience. Pour me remercier, dis-moi plutôt où on m'emmène. Tu verras, répondit-il d'un ton mystérieux. Il détourna le regard avant d'ajouter. Ne crains rien, je suis là, et tu es ma prisonnière. À ces mots, Erel étouffa un nouveau rire pour ne pas vexer le garçon. D'ailleurs, elle savait qu'il avait raison. Cette complicité avec son ravisseur était pour beaucoup dans son apparente insouciance. Étrangement, elle était confiante, rien ne lui arriverait, et elle n'avait aucune raison d'avoir peur. Cheval Fou marchait en tête et arborait fièrement le bâton de commandement. Il se l'était attribué aussi naturellement que s'il l'avait gagné en combat singulier contre Bison. C'est qu'il était fier de son fils et se reconnaissait en lui. Jeune, il aurait accompli sa mission avec un égal succès. De plus, le garnement ramenait une captive. Une antilope détala à leur passage. Une sagaie adroitement lancée l'arrêta net dans son élan. Ce sont d'excellents chasseurs, se dit Erel, connaisseuse. Ils marchent déployés pour mieux saisir les opportunités du chemin. Au cours d'une halte, ils dépecèrent la bête et allumèrent un feu pour la rôtir. Ils se répartirent les morceaux et Cheval Fou réserva les plus beaux aux héros du jour. Mais Agile, un brin gêné de cet honneur immérité, eut au fait d'en donner quelques-uns à Erel. La jeune fille les dévora à belles dents avant de décider qu'il était temps de taquiner les chasseurs. C'est ça,
Croyez que ce bâton vous protégera de la colère de mon père et des crocs de mes loups. Tais-toi, fillette, la force de ton père m'appartient désormais, lui lança Cheval Fou en exhibant son trophée d'ivoire. Erel sourit et préféra le laisser ignorer que Bison avait taillé le bâton dans l'ivoire du mammouth tué l'automne précédent. S'il savait que c'était le premier bâton de commandement de son père. Car depuis que Bison avait enterré son oncle, le précédent chef, avec son bâton selon la coutume du clan, l'ivoire avait manqué plusieurs années durant, jusqu'à ce que sa horde croise la route d'un vieux mammouth solitaire. Donc la prospérité de sa horde ne lui devait rien jusqu'ici, pensa-t-elle, mais elle n'en dit mot. Dis-moi un peu, petite, par quel maléfice commandes-tu au loup? Erel lui répondit avec aplomb. Je ne commande qu'à mes amis, Sable et ses petits, et à Alpa qui est resté dans notre grand abri d'hiver pour garder les anciens et les plus faibles de la horde. Nos loups ont choisi la compagnie des hommes. Ils sont libres et ne m'obéissent que parce que c'est la loi de leur espèce d'exécuter les ordres de celui ou celle qu'ils aiment et respectent le plus, comme je les aime et les respecte. Soudain, les bonnes résolutions de la jeune fille s'envolèrent avec les volutes de fumée du feu, et son caractère frondeur reprit le dessus. Elle toisa le chef d'un air de défi et poursuivit. Pas comme maintenant où je t'obéis parce que tu m'y contrains, et non parce que je te respecte. Tu n'es qu'un voleur et un lâche qui envoie son fils, un gamin, dérober les biens d'une autre horde. Cheval Fou encaissa ces paroles. Comme elles venaient d'une fillette, il préférait en rire. Erel l'ignora avant d'ajouter. Seule ma horde peut pactiser avec la louve. Elle est notre mère, et Sable est son incarnation dans ce monde. Son retour dans la toundra marque sa volonté de renouveler l'alliance avec ses enfants humains. Le regard de Cheval Fou, de moins en moins méprisant, fut attiré par la dent de tigre que la jeune fille portait en pendentif. Louve ou pas, je doute qu'une proie qui se laisse si facilement capturer par un gamin, comme tu dis, ait affronté Longue Dent. Tu ne mérites pas sa dent. Donne-la plutôt à mon fils qui aurait eu le courage d'en être digne, lui. Erel étouffa un rire, tant la naïveté du chef ne cessait de l'étonner, et s'exécuta. Elle passa le pendentif au cou d'Agile, non sans lui lancer un regard. Le garçon se laissa faire en baissant les yeux, gêné. Il comprit que sa captive préférait laisser croire à son père qu'il la maîtrisait, pour mieux conserver leur petit secret. De son côté, Erel avait parfaitement confiance en elle. Le moment venu, elle frapperait, avec l'aide de ses loups qu'elle sentait tapis tout près dans la toundra, et qui n'attendaient qu'un sifflement pour bondir. Alors, c'était bon. Pour toute réponse, Patou bâilla avant de s'étirer. Arrivé à la halte quelques instants après le départ des chasseurs qui détenaient sa cousine, Petit Nez et ses loups avaient trouvé un cuisson entier à peine entamé. Encore embrochée sur une branche posée sur de solides fourches au-dessus du foyer, la viande était abandonnée aux animaux. L'avantage de pister des chasseurs pressés, c'est qu'ils laissent de copieux reliefs de leur repas. Petit Nez et les loups n'avaient nul besoin de chasser. Cette fois-ci, les loups étaient plus inquiets, sur le qui-vive même, alors qu'ils venaient de terminer les restes d'une antilope. Quelques mois auparavant, ils auraient suivi leur instinct et porté secours sans attendre à Erel. Mais les entraînements incessants auxquels enfants et chasseurs les avaient soumis avaient fait d'eux des compagnons en premier lieu obéissants. Petit Nez subodorait qu'il pressentait quelque nouveau danger. Pas le temps de trop y réfléchir, il lui fallait ramasser ses affaires et se préparer à suivre la piste des ravisseurs d'Erel. Bison, Silex, leur groupe et Sable franchirent le torrent l'un après l'autre en équilibre sur l'immense tronc couché en son travers. Si la louve avait parcouru ce pont improvisé aussi facilement qu'elle trottait dans la toundra, les hommes devaient pour leur part s'armer de courage et ne pas se laisser impressionner par le vide. Une chute sur les rochers qui jalonnaient le cours d'eau serait sans doute mortelle. Après quelques frayeurs suivies de quelques rires et tapes dans le dos, ils se rassemblèrent pour une courte halte. Ils étaient armés de leurs
meilleurs saguets et de 2 solides épieux qu'ils déposèrent à leurs pieds pour pouvoir se gratter, ayant été piqués par les énormes moustiques qui pullulaient dans les frontières parsemant la toundra. Ils marchaient sans arrêt depuis l'aube et avaient dû traverser des étendues marécageuses en affrontant la chaleur estivale qui s'était abattue sur la région depuis la tempête. Et ces désagréments ailés, avides du sang frais des hommes, étaient la rançon à payer lorsqu'on ne prenait pas le temps de s'enduire d'argile sur les parties exposées du corps. Soudain, un long feulement retentit au loin. Bison se leva, inquiet, l'oreille aux aguets. Un nouveau feulement confirma la proximité du danger, dans la direction où les emmenait Sable. Le chef donna silencieusement le signal du départ. Il pressa le pas tant il commençait à redouter qu'une tragédie impliquant les enfants et un de leurs vieux ennemis se joua non loin de là. Chapitre 7. Au premier feulement, Petit Nez et les loups s'éloignèrent de la carcasse d'antilope encore fumante qu'ils dégustaient. Ils cherchèrent à se mettre à l'abri, mais où? La toundra n'en offrait que très peu dans cette région à l'horizon infini. Longue-Dent arrivait au trot. Petit Nez aperçut bientôt sa silhouette déjà si familière dans sa jeune vie. Il revoyait les images de leur première rencontre. Avec Erel, ils s'en étaient sortis grâce à Sable. Heureusement, le tigre était encore assez loin. Après un instant d'effroi, Petit Nez remarqua que son ennemi boitait et avait bien vieilli depuis leur dernière rencontre. Il se tenait penché vers le sol. Sa vue avait sans doute baissé, mais son odorat restait redoutable. Aussi le garçon essaya-t-il de progresser contre le vent, ce qui le fit dévier de sa trajectoire et donc des traces d'Erel et de ses ravisseurs. Petit Nez pleurait doucement, son heure était peut-être venue, et il avait une pensée pour Erel, par bonheur à l'abri de ce danger-là. Il réunit ses loups dont le dos se hérissait devant le péril. « Restez avec moi, attendons groupés qu'il arrive. » Un nouveau feulement fit trembler la toundra. Au détour d'un rocher, une ombre immense se déploya dans leur direction. Erel avait entendu le feulement, et son sang ne fit qu'un tour. Les loups pouvaient s'enfuir, harceler le tigre, mais Petit Nez était seul avec ses saguets. Certes, Sable et ses petits se sacrifieraient pour le défendre, mais cela ne préserverait pas son cousin de la vengeance de Longue-Dent. Que faire? Jusqu'ici, elle se sentait en sécurité avec Petit Nez et les loups sur ses arrières. D'autant que la liaison avec son père et la horde avait dû être faite par l'un des loups. Sable, sans doute la plus entraînée à retrouver les chasseurs, quelle que fût la distance et les obstacles. Petit Nez avait beaucoup mûri ces derniers temps, et il savait prendre les bonnes décisions, essaya-t-elle de se convaincre. Et elle, savait-elle toujours faire les meilleurs choix? Fallait-il qu'elle dévoilât ses atouts à cheval fou? Un nouveau feulement, comme un cri de victoire, précipita sa décision de lui parler. « Cheval fou, je ne t'ai pas tout dit. J'ai fait un pacte avec ton fils, mais je dois le rompre. » Elle se tourna vers Agile. « Pardonne-moi, je n'ai pas le choix. » Elle raconta au chef leur mésaventure et comment, de prisonnier, le jeune homme avait fait semblant d'être son ravisseur. En échange du silence de sa captive, il avait laissé son cousin les suivre avec les loups à l'insu des chasseurs. Écumant d'une rage de moins en moins contenue à mesure qu'Erel lui décrivait le subterfuge, Cheval Fou se tourna vers Agile. Penaud, son fils, avouait la supercherie par son attitude. Il ne chercha pas à protester, n'essaya même pas de traiter Erel de menteuse. Il n'était qu'un menteur après tout et pensait mériter ce coup du sort. Son comportement laissa même supposer à son père qu'il appuyait tacitement la requête de sa soi-disant captive. Lorsque la jeune fille eut terminé, en lui demandant d'intervenir pour éviter une tragédie, la décision du chef des hommes bisons fut vite prise. Alors comme ça, vous êtes complice, et par le grand bison, vous me demandez de prendre des risques pour sauver ce petit nez des griffes de Longue-Dent. Il partit d'un rire tonitruant. Il n'en est pas question. Jamais les hommes bisons ne risqueront la vie d'un chasseur pour celle de ton cousin. Et
que fais-tu de la loi d'assistance de la toundra, toi, le chef des chasses de ta horde? Retoqua Erel, furibonde. Oui, père, tenta d'assumer Agile. Tout est de ma faute. Ah non, pas toi, tu n'es qu'un imposteur, lui rétorqua son père avec dédain. Et tu oses me donner une leçon. À ces mots, Cheval Fou ôta un quartier d'antilope des épaules d'un chasseur et le jeta à son fils qui, trébuchant sous le poids, s'étala de tout son long sur le sol détrempé. Tiens, porte ce cuisseau, tu n'es bon qu'à ça. Le garçon ploya d'abord sous la charge, mais il se redressa, semblant attendre un nouvel ordre de son père. Celui-ci se contenta de le toiser avec mépris. Il avisa soudain le pendentif, le lui arracha et le jeta à terre. Puis il se détourna des enfants pour s'adresser à ses hommes. En route, le campement n'est pas loin. Il poussa Erel devant lui sans ménagement. Laissons le tigre se régaler, conclut-il, déclenchant un rire mauvais chez les chasseurs. Petit Nez se sentait bien seul au milieu de ces loups qui harcelaient Longue-Dent. Ce dernier avait lancé son attaque après avoir rôdé autour de sa proie pour mieux la terroriser, n'ayant jamais oublié la fronde qui lui brisa une canine. Mais ses forces n'étaient plus ce qu'elles avaient été. Naguère, il aurait réduit les loups en pièces avant de dévorer le garçon. Il parvint quand même à en blesser un. L'une de ses griffes laboura l'arrière-train de miel qui roula dans l'herbe drue. La défense de Petit Nez s'amenuisait. Il arma une sagaie, tira et réussit à blesser le fauve à la gorge. Le tigre, voyant rouge, avança, faisant fi des morsures des loups qui tentaient d'esquiver ces terribles coups de patte. Petit Nez réarma, tira, sans succès. Son heure semblait venue. Sable attendit patiemment que les hommes réagissent. Elle comprit vite la situation et son regard, à l'affût du moindre signe, ne quitta plus Bison. Au deuxième feulement, le chef s'était d'abord occupé de presser la colonne des chasseurs. Mais au troisième, il fit le geste que la louve attendait. Il montra la direction d'un doigt sûr en lançant un ordre bref. « Vas-y !» Elle eut tôt fait de devancer la colonne et de s'élancer dans la direction du feulement et de la puissante odeur féline qu'elle redoutait. Elle courut à perdre haleine suivie des chasseurs. Soudain, elle franchit une butte et découvrit ce qu'elle avait imaginé. Petit Nez n'avait plus de sagaie. Le fauve prit son temps, ignorant les tentatives de Patou de lui mordre les pattes et l'arrière-train. Miel s'était traîné à l'écart et épuisé, léchait ses plaies. Le garçon sentait déjà les crocs acérés se refermer sur son cou. Il murmurait la prière de ceux qui affrontent la mort. Par la louve, notre mère, accueille mon esprit dans ton ventre, grand glacier, et conduis-le au pays des chasses éternelles. Son regard se brouilla et il perçut un mouvement, celui du fauve qui se ramassait pour bondir. Mais son élan fut arrêté net par l'irruption d'une forme familière qui s'interposa entre le tigre et sa proie. Reprenant ses esprits et son courage, Petit Nez bondit aussitôt dans la direction d'où Sable était venu. Si elle attaquait, c'était que les chasseurs n'étaient pas loin. Miel se redressa et rejoignit Kainkaha, sa mère et son frère. La louve et ses petits retenaient le fauve, mais le barrage céda. Le garçon franchit la butte, tomba à terre, c'était la fin. Longue-Dent se dégagea de l'étreinte des loups. Il avait assez joué. En quelques foulées, il le rattrapa et lui sauta dessus. Mais le tigre n'atteignit jamais sa proie. Son grand corps musclé s'empala sur deux longs épieux soudain dressés par les hommes tapis dans l'herbe. Un horrible et dernier lonfeulement déchira la toundra. Au terme d'une nouvelle halte, Erel observa les hommes s'armer et se répartir les charges dans la confusion qui précédait le départ. Elle serra la dent de tigre qu'elle avait récupérée discrètement comme pour se donner du courage. C'était l'instant ou jamais. Elle s'élança vers l'amont, espérant atteindre une forêt minérale de rochers, formant un inextricable chaos où elle aurait pu se cacher. Il fallait y parvenir et visait déjà un groupe de dalles enchevêtrées sous lesquelles se glisser. Mais Cheval Fou avait anticipé sa fuite et avant qu'elle eût atteint son objectif, il se dressa devant elle.
Courageusement, elle ramassa un galet, voulut sortir sa fronde et faire face, mais le chef la lui arracha des mains d'un adroit coup de lance. Elle s'effondra en pleurs et murmura entre deux sanglots. Petit nez, pardon, je ne pouvais pas t'aider. Voyant sa détresse, Agile lâcha son fardeau et instinctivement se pencha sur elle pour la consoler. Laisse-moi tranquille, va plutôt aider ton père, hurla-t-elle. Je m'enfuirai de nouveau, ne t'en fais pas, et je n'ai nul besoin de toi. Trop tard, ma petite, le campement sera bientôt en vue. Tu as du courage, je dois te l'accorder, lui lança Cheval Fou, après avoir éloigné son fils d'une taloche comme on chasse une mouche agaçante. Il fit signe à deux hommes d'approcher, et sans un mot ni un regard pour la jeune fille recroquevillée sur l'herbe drue de la toundra, il leur ordonna qu'on apporte un solide épieu. Pendant que les chasseurs s'exécutaient, il coupa deux épais lacets qui pendaient sur sa tunique. Il ligota Erel sur l'épieu et désigna deux autres chasseurs pour la charger sur leur épaule comme un gibier à cornes qu'on rapporte au camp. Alors, tu veux toujours t'enfuir? Essaye, lui lança Cheval Fou narquois, déclenchant le rire des porteurs. Le supplice d'Erel, qui se balançait tête en bas, son sang battant ses tempes dans cette position inconfortable, fut de courte durée. Le chef avait vu juste. Déjà, s'élevant de derrière une butte plantée de jeunes mélèzes, une fumée chargée d'odeurs de viande grillée rampait dans leur direction. Ils n'ont même pas eu besoin de la capturer, elle est tombée toute seule dans la gueule du... Petit Nez suspendit sa phrase. Il posa un regard attendri sur Sable, fièrement assise en attente d'un ordre, puis sur Miel qui léchait ses blessures, et enfin sur Patou, encore essoufflé de sa lutte contre le tigre. Comme il les aimait, ces loups, comme il leur était attaché. Sans eux, il se fût trouvé seul face à Longue-Dent. Non, l'expression familière qu'il allait prononcer n'avait plus le même sens désormais. Son père comprit son émotion et termina sa phrase pour lui. Dans la gueule de l'homme, tu veux dire. La nuit était tombée et le visage de Petit Nez dansait dans la lueur des flammes. Le garçon lui répondit d'un sanglot reconnaissant. Les loups vinrent l'entourer et lui lécher les mains et le visage. Les loups, son père Silex, son oncle Bison, les chasseurs. Ils étaient sa horde ou sa meute, suivant le point de vue de l'homme ou de l'animal, et ils l'avaient sauvé, tous ensemble. Tiens, fils, voici l'autre dent. Tu l'as bien mérité, comme ta cousine dont le coup de fronde avait cassé la première l'année passée. Son père lui tendit le croc qu'il avait achevé de trouer au forêt de Silex, avant d'enfiler un lacet de cuir dans l'orifice. Le garçon passa le pendentif autour de son cou, puis serra fort la dent en pensant à Erel. Une prière se dessina sur ses lèvres, et il réprima difficilement la larme qui suppliait son cœur de la laisser couler hors de son œil. Chapitre 8. Erel touchait machinalement la dent brisée qui pendait à son cou. Elle essaya de ne pas penser à ce qui avait pu se passer pour Petit Nez. Son grand-père, Trois-Doigts, l'homme sage de sa horde, lui avait appris à avoir confiance en elle. Elle serra la dent en invoquant les esprits protecteurs de la horde pour qu'ils lui donnent le courage d'affronter les épreuves qui l'attendaient et portent secours à Petit Nez. Elle se retrouvait seule dans une immense tente, les chevilles entravées par une solide cordelette de cuir. Elle rampa pour s'asseoir auprès du feu qui mourait lentement, plongeant l'intérieur dans d'inquiétantes ténèbres. « Que vont-ils me faire ?» pensa-t-elle. Elle regarda les étoiles s'allumer à travers le trou à fumée. Soudain, elle perçut une forme qui se découpait dans l'ovale de l'ouverture de la tente. Elle distingua la tête d'un bison et recula instinctivement. Mais le corps qui la portait était campé sur deux jambes. Le bison poussa un ululement et agita une sorte de hochet fait d'une carapace de tortue vide. L'animal s'approcha et s'adressa à elle. « Tu es celle que nous attendions, je t'ai rêvé. Nous sommes la horde des hommes bisons. Tu viens avec les loups, nos pires ennemis. » Erel, d'abord surprise par la voix de femme qui jaillissait du large mufle, se redressa et fit face. Elle puisa toute l'assurance qui restait en elle après les récentes épreuves
et malgré sa captivité pourrait toquer. Les loups ne sont pas les ennemis des hommes, quelle que soit leur horde, et ils ne sont pas davantage les ennemis des bisons. Ils les chassent tout comme nous le faisons, et je ne suis pas davantage votre ennemi que les loups. D'ailleurs, mon père, chef des chasses de la horde de la Louve, se nomme Bison. C'est le nom que mon grand-père, notre homme sage, lui a donné après son initiation au cours de laquelle il a tué un grand bison blanc. La femme sage, car elle avait reconnu sa fonction à sa manière de parler, comme si l'esprit du bison l'habitait, la toisa un instant sans mot dire, puis elle répondit. On aurait dit qu'elle transmettait un message ramené d'un voyage de son esprit au pays des chasses éternelles. Fille de chef, petite fille d'homme sage, tu feras une bonne épouse pour Agile dans quelques années. Je n'ai aucune intention d'épouser Agile, ou qui que ce soit. Je ne suis pas votre prisonnière. Je ne suis pas encore une femme adulte, et d'ailleurs, je suis ici de mon plein gré. La femme sage sourit sous son masque de bison à grandes cornes. Le crâne sur lequel cornes et mufle tannée avaient été conservés ne lui recouvrait pas tout le visage, et elle distingua brièvement la fente qui séparait sa lèvre supérieure et lui donnait son nom, bec de lièvre. Erel, si elle avait entendu mentionner cette difformité de naissance par 4 mains, la coucheuse de la horde n'avait jamais croisé une personne qui en était atteinte. Cette anomalie accentuait l'étrangeté de son interlocutrice, faisant de son sourire un rictus qui aurait pu l'effrayer. Mais la jeune fille ne montra aucun signe de faiblesse, attendant une réponse pour agir. « Ah oui, et par quel sortilège t'achapperais-tu de cette tente si tu le décidais ?»« Par celui-ci. » Erel poussa un long hurlement de louve qui saisit bec de lièvre d'effroi. « C'est tout. Attends, tu vas voir. » Un long silence suivit. Soudain, une forme se glissa par l'ouverture, contourna la femme sage et vint se placer à côté d'Erel, qui l'accueillit par une caresse. « Assise, ordonna-t-elle. Bien. » Sable lui lécha les mains. Erel adressa un sourire espiègle à la femme qui était parvenue à masquer sa stupeur. « Je commande au loup, femme sage. Elle est mon amie et ne te fera rien. Mais si vous me voulez, il faudra les affronter. Et si elle est accourue si vite, c'est que les hommes de notre horde ne sont pas loin. » À ces mots, bec de lièvre prit son tambour et le frappa 3 fois à l'aide d'un bâton. Les chasseurs avaient tous revêtu leur plus belle peau et étaient coiffés d'un crâne de bison, aux mufles et aux cornes conservées. Réunis en conseil, ils étaient assis autour d'un immense foyer construit avec des dalles encastrées dans le sol, face à Erel et à la louve. Le feu venait d'être nourri de grosses branches de pin. Il projetait sur les pots de la tente l'ombre immense de ses têtes à cornes, comme un troupeau figé pour l'éternité sur les parois d'une grotte. Cheval Fou s'exprima enfin. « Tu affirmes que ton père, Bison, est le meilleur des chasseurs. Eh bien, qu'il vienne me défier. Un troupeau de bisons broute justement près du Grand Sérac. J'enverrai un homme à la rencontre des chasseurs de ta horde dès l'aube. » Inutile, dit Erel. Elle ordonna un ordre à Sable, qui s'éclipsa comme dans un rêve à la stupeur des hommes bisons. Voilà, nous nous arrêtons ici. J'espère que vous avez aimé. La prochaine fois, nous finirons donc ce 2e opus. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine lecture. Et vous pouvez aussi laisser un j'aime ou un petit commentaire si vous aimez ma chaîne. En tout cas, moi je vous dis à